Si tu savais comme tes enfants, je ne suis pas certaine d'arriver à les aimer, à les supporter, à les câliner, même un week-end sur deux. D'ailleurs, être belle-mère, ça ne me convainc pas du tout. Ton ex-femme, je ne peux pas la supporter. Puis on va les mettre où, tous ces enfants? On va devoir changer de voiture. Puis nos vacances, à nous deux, nos week-ends en amoureux, on va faire comment? Si tu savais, comme j'ai franchement pas envie de vivre ça. Famille recomposée, première. C'est quelqu'un qui se marie avec quelqu'un et qui a des enfants et peut-être le papa aussi. Et après, il divorce et la maman, elle se marie avec quelqu'un d'autre, que lui aussi a des enfants. Mais ils ne sont pas frères et sœurs parce que c'est pas la même maman et ni le même papa. Ça me paraît très compliqué. Bienvenue, le modèle familial traditionnel explose depuis quelques années. Les familles se décomposent et se muent en familles recomposées, c'est le thème du jour. Et je suis très contente d'en parler avec une famille toute belle recomposée que j'accueille avec plaisir. Karine, Salvatore, 3 de vos enfants sont là. Nous avons Tibor, Matteo, Louis. Il en manque 2 parce que vous avez 5 enfants en tout. Vous êtes rencontrés. Vous aviez déjà chacun 1 et 2 enfants. Donc vous aviez déjà 3 enfants. Quand on démarre comme ça une nouvelle aventure et qu'on se retrouve avec des enfants qui ne sont pas les siens, est-ce que c'est tout de suite évident ou là maintenant vous avez trouvé une harmonie? Mais comment c'était au tout début, Karine? C'était assez facile dans le sens où les enfants étaient tous relativement petits, donc s'occuper de petits-enfants, qu'il y en ait 1, 2 ou 3, c'était... Ça ne changeait rien pour vous, ça ne changeait pas grand-chose. Et puis les enfants, ils sont aussi tout de suite très bien entendus. Les 3 grands, comme on dit chez nous, c'était... C'était évident, quelque chose comme ça. Et pour vous, Salvatore? Oui, c'était pareil, quoi. Donc ils sont tout de suite bien entendus et puis on a trouvé... une manière de travailler ensemble. Parce qu'on travaille quand on a une famille comme ça, c'est un sûr, travail, sûr, c'est ça? Mais il a fallu équilibrer certaines choses. Non, on avait un peu la même lignée d'éducation, donc on s'est retrouvés très facilement sur les mêmes thèmes généraux d'éducation avec Karine. Donc c'était bien, oui. Parce que comment on fait pour donner des ordres, pour avoir un droit qu'on finalement n'a pas, quand on n'a pas l'autorité parentale et qu'on doit quand même avoir une certaine autorité, comment on fait? Quand vous devez donner, on va dire, des ordres aux 2 autres qui ne sont pas ceux de votre sang, comment ça se passe? En fait, c'est comme quand on a la responsabilité d'un enfant qu'on nous confie, entre guillemets, ou... chez nous, ça se passe comme ça. On a des règles dans la famille qui sont bien établies. On en discute ensemble avec les enfants aussi. Donc, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Après, si l'un ou l'autre a fait quelque chose qui ne devait pas, c'est l'adulte qui est là en ce moment qui va prendre la parole, je dirais. Parce que vous aviez un peu la même façon de penser par rapport à l'éducation? Les 2, vous avez dû vous asseoir et puis vraiment discuter de tout ça? Non, les grandes lignes, on était vraiment très, très proches, en fait. Donc c'était vraiment facile. Et puis les enfants, ils étaient tout de suite assez respectueux, chacun vis-à-vis du beau-parent, si je peux l'appeler comme ça. Donc pour nous, c'était une chance. Et ils vous appellent papa? Le beau-parent est appelé comment? Par les prénoms. Par les prénoms. En fait, on s'appelle par les prénoms. Alors ça, c'était la base, donc vous aviez ces 3 enfants, puis après, un petit peu plus tard, vous en avez eu 2 en commun. Est-ce que là, ça rééquilibre le tout, ou alors est-ce que ça complique la tâche? Non, chez nous, ça a pas mal scellé la famille, dans le sens où ça a mis des points communs entre les 3 grands, parce que c'était leurs demi-frères respectifs, donc... Par contre, pour nous, ça n'a pas compliqué la tâche, mais on a dû faire en sorte qu'ils aient les mêmes règles. Mais on l'avait déjà avant, finalement, ça. Oui. Un peu les doigts dans le nez pour vous, cette famille recomposée. Puis les gens autour de vous, vous avez l'impression d'être jugés? Moi, je ne pense pas, en tout cas. Et vous? Il y a de toute façon un regard quand même. Mais les gens qui nous connaissent, non, je n'ai pas l'impression qu'on est jugé. Mais... Et quand vous avez divorcé, vous êtes séparés ou vous étiez déjà, enfin peu importe, les grands-parents, tout ça, ils voyaient tout ça d'un bon œil? Nos grands-parents et nos parents, pardon. Nos parents, ils ont tout de suite traité tous les enfants la même chose, depuis tout de suite. Autant mes parents que les parents de Karine.
C'était bien parce qu'il n'y avait pas de différence aux anniversaires, il n'y avait pas de différence au Noël, il n'y avait pas de différence par rapport à l'éducation. Donc ça, ils nous ont beaucoup aidés, en fait. Mais une différence, vous, en tant que parent, vous la faites quand même, non? Entre vos propres enfants et l'enfant de l'autre, ou bien... Bon, là, ils sont en face, alors peut-être... Pour moi, c'est plus, par rapport à Tibor, c'est plus au niveau de ne pas prendre la place de son papa. Et puis, on est... Vous n'êtes pas là pour ça? Je ne suis pas là pour ça, et puis je vais un petit peu moins facilement peut-être lui faire un câlin, ou voilà. Mais sinon, au niveau de tout ce qui est éducation, tout ce qui traite à la famille, il est considéré comme mon fils, donc ça fonctionne assez bien. Et dans le fond, pour les gens qui nous regardent, et il y en a certains qui sont peut-être en train d'entamer, de se recomposer, on va dire, est-ce qu'il y a quand même des difficultés? Et si oui, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils n'aient pas trop peur de ça? Vous avez quand même rencontré des difficultés? Oui, les difficultés, elles sont aussi dans la... Enfin, ça ne dépend pas juste de notre famille. C'est clair qu'il y a des intervenants extérieurs dont il faut tenir compte, et puis il faut essayer de faire ça dans le plus de respect possible. Puis il faut que les enfants sentent aussi que tout le monde a sa place, c'est sûr. L'organisation, enfin, après il y a des week-ends, parce que là du coup il y a les demi-frères, après peut-être que les ex sont aussi mariés avec d'autres enfants, enfin, bien sûr. On s'en sort plus, non? Alors, pour les vacances, les trucs comme ça. Quand nous étions juste avec les 3 grands et puis nous 2, donc on avait toujours réussi assez bien à caler les week-ends. C'était soit personne avec nous, soit tout le monde avec nous. Donc ça nous retrouvait des week-ends tout seuls. En fait, c'est assez sympa. Enfin, c'est sympa toujours, mais c'était assez sympa. Et après, quand Mathéo et Louis sont arrivés, on a toujours tout le monde, on a toujours plein d'enfants. On a quand même toujours essayé de garder soit tous avec nous, soit 2 avec nous. Ça facilite aussi les choses par rapport à quand vous voulez partir en week-end les 2. Vous en avez 2 à caser chez la grand-maman, donc c'est bien. Puis maintenant, c'est un peu plus, il y a les sports, il y a un petit peu plein de choses qui viennent se greffer là autour, donc c'est un peu plus aléatoire, mais on a facilement 3 ou 4 enfants ou 5 enfants. Toujours, vous n'êtes jamais seul, en fait. Non, rarement seul. On va voir comment ça se passe chez vous. On est venu dans votre maison. On va voir que chacun a quand même son petit coin à lui, ce qui est extrêmement important. Donc, c'est une rencontre chez vous. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Vous venez? Je m'appelle Louis, j'ai 6 ans. C'est notre chambre. Je m'appelle Mathéo, j'ai 9 ans. C'est ma chambre, mais on a décidé de la partager pour avoir une salle de jeu à côté. Alors, moi c'est Tibor, et ça c'est ma chambre. J'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Hugo, ça c'est ma chambre et puis j'ai 12 ans. J'ai de la chance d'avoir pu dessiner cette maison. Donc j'ai commencé par la chambre des enfants, chacun la sienne. Et puis à partir de là, j'ai pu concevoir le plan général de la maison, les enfants en haut, nous en bas avec l'espace de vie, puis notre chambre. Alors, il y a plutôt une bonne ambiance dans la maison. On a opté pour un espace de vie commune qui est ici. On n'a pas vraiment de salon séparé. On a mis un grand canapé dans la cuisine. Et puis, c'est vrai qu'on la plupart du temps, on est tous là. On vit là, on fait les devoirs là. Enfin, voilà. Après, il y a l'étage en haut qui est dédié aux enfants où, bien sûr, ils vont jouer en haut. Ouais, alors, les clés de la réussite de notre famille recomposée, c'est, je pense, beaucoup de dialogue, de l'humour. Et puis les enfants, bien sûr, parce que ils participent, ils s'entendent bien. Et puis...
Donc chacun a un petit peu son intimité, comme ça vous avez chacun votre chambre, ce qui est chouette. Tibor, quand tu es arrivé, tu avais 3 ans et demi, donc tu étais encore tout petit, mais est-ce que tu te souviens de la venue de Salvatore dans ta vie? Prends bien ton micro. Non, pas vraiment. Ça a toujours été presque normal ou j'ai toujours été habituée à ça. À ça, à lui. Il a toujours fait partie de ta vie. Donc, mais tu le considères comme comment, comme qui? Comme mon beau-père. Tu as des conflits des fois avec? C'est arrivé, oui. Et puis alors, quand avec les autres petits frères, tu as évolué avec, mais tu t'es tout de suite bien entendu? Tu as quoi comme souvenir? Pas grand-chose non plus, mais j'ai des bons souvenirs. Et puis les deux petits, là, vous vivez comment ça? Mathéo, prends le micro. Si tu devais décrire un petit peu ta famille, elle est comment? Ben... Elle est grande? Oui. Vous êtes nombreux? Oui. Ouais. Et puis, toi, tu as tes 2 parents qui sont tout le temps avec toi, donc c'est plus facile. Puis tes demi-frères, est-ce qu'il y a des jalousies? Est-ce que c'est des vrais frères? C'est des demi-frères? Tu les positionnes comment? Ben... Comme des frères, quoi. Oui. Ouais. Et Louis? Ça va bien, toi? Elle est bien, ta chambre? Oui. Ouais. Toi, tu te sens bien dans cette famille? Oui. Ouais. Tu trouves qu'il y a beaucoup de bazar? Vous êtes trop nombreux? C'est bien. T'as quel âge, toi, Louis? 6 ans et demi. 6 ans et demi. Est-ce que des fois, vous allez tous ensemble chez le papa de Tibor ou chez la maman de Hugo et Luca? Parce qu'il y a encore 2, vous en avez 2 qui ne sont pas là. Est-ce que vous faites des week-ends aussi, des fois, hors de votre famille? Il réfléchit, hein? Non? Non, faut pas l'air. Tu peux passer le micro à Tibor. Vous suivez aussi les autres frangins, Tibor? Tu vas des fois aussi dans la famille de tes frères? Non, Non. je suis jamais allée. On sépare ou c'est quoi? C'est mieux de séparer toutes les familles? Ça devient compliqué après s'il faut se... Je crois que c'est pas une volonté des autres parents, en fait. C'est Ok. ça. Puis alors, votre couple, comment... Parce que du coup, vous êtes connus, vous aviez déjà des enfants, et vous en avez tout le temps, vous n'êtes jamais seul. Comment est-ce qu'on fait pour quand même s'y retrouver dans tout ça? Oui, on se ménage des plages pour nous. Donc maintenant qu'ils sont grands, en fait, on arrive assez facilement à les souper ensemble, juste nous deux, parce qu'ils peuvent rester ensemble à la maison. Tibor garde Mathéo et Louis. On ne fait pas ça quand ils sont les 5, mais quand on en a 3, peut-être un soir de la semaine, de temps en temps, on arrive à sortir. Puis les week-ends, on se concocte aussi des petits week-ends grâce à ta maman. Les grands-mères. Voilà, qui nous les garde volontiers, en fait. On la sollicite de moins en moins pour la garde régulière pendant la semaine, mais les week-ends, on essaie de profiter. Et puis vous faites partie d'un groupe qui s'appelle les Affreuses. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... C'est un club. Aussi le club des belles-mères, ouais. Voilà. C'est le nom que vous avez donné à ce club qui est formé uniquement de belles-mères. Donc ouais. La belle-mère, elle est vue un peu comme une affreuse ou... Oui, alors c'est pas moi qui ai fondé le groupe, mais c'est, on peut dire, un espèce de groupe d'échange par rapport à justement toutes des femmes qui sont dans une situation de belle-mère qui est pas toujours facile, de loin pas, souvent très mal vue dans notre société encore. Et moi, je me retrouve pas toujours dans ces situations parce que j'ai une situation que je qualifie de facile et puis qui se passe bien. Mais il y a des femmes vraiment qui vivent des situations très, très difficiles, qui ont beaucoup de tâches liées à ce rôle de belle-mère qui ne sont pas du tout reconnues et qui ne sont pas soutenues ni par le papa et encore moins par la maman des enfants. Et ça arrive quand même très souvent maintenant que c'est des femmes qui ont en partie élevé l'enfant pendant un certain nombre d'années et qui tout à coup, si le couple se sépare, le contact est totalement... Ouais, parce qu'il n'y a plus aucun droit. Voilà. D'ailleurs, vous n'en avez aucun en tant que beaux-parents. Il n'y a rien qui juridiquement peut vous laisser une place. Hein, absolument pas, non. Donc le modèle de famille recomposable se décline un petit peu à l'infini. Et puis on est venu dans la rue pour voir un petit peu ce que vous en pensiez, vous, de tout ça.
Famille recomposée, alors ça c'est différent, enfin c'est la famille moderne dans le sens où de nos jours on accepte de plus en plus que l'individu fasse ce qu'il veut, donc ça veut dire qu'à défaut de la famille on préfère être heureux soi-même et puis donc d'être avec le partenaire qu'on aime à défaut de créer, enfin de continuer à poursuivre la famille qu'on a créée en premier. Alors c'est un monsieur et une dame qui ont chacun des enfants de leur côté et qui tombent amoureux et qui décident de vivre ensemble avec chacun leurs enfants ou en alternance ou voilà. Mais... Alors c'est une famille qui a un parent qui était dans une autre famille, il est venu dans une autre. Vous maîtrisez bien le sujet, non? Pas encore. Non, non. Pourquoi bientôt? Oui. Non, j'espère pas. Alors, non. Puis vous en pensez quoi? Je suis dans cette situation, donc que du bien, ça va. Si je vous dis famille recomposée, ça vous inspire quoi? Une deuxième chance, puis le droit au bonheur pour ces familles aussi. Vous pensez que c'est facile de vivre dans des familles recomposées? Non, enfin, ça dépend de la situation, j'imagine. Je sais pas, c'est pas simple de vivre avec une famille tout court, alors ça dépend. Donc les familles recomposées, tout un programme, une belle famille recomposée. Moi je propose que les garçons vous alliez en coulisses. Merci beaucoup à Tibor, Mathéo, Louis d'être venus. Tu peux repartir avec ton micro et puis on va analyser un petit peu ce modèle avec une experte qui s'appelle Gloria Repon. Gloria Repon, bonjour, bienvenue. Vous êtes psychologue, doctorante à l'UNIL. Vous réalisez une thèse depuis 2 ans et demi déjà sur les familles recomposées. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème-là? Alors, je m'intéressais déjà beaucoup à la famille, donc comment ça fonctionnait, comment les choses se mettaient en place dans les familles traditionnelles. Et puis, assez vite, je suis arrivée sur les familles recomposées, donc sur cette thématique-là. Et puis, le paradoxe lié aux familles recomposées m'a assez vite frappée, c'est-à-dire ce paradoxe entre le fait que la famille recomposée est quand même une forme familiale maintenant qui est relativement courante, dont on entend beaucoup parler. Je dis maintenant on n'est plus surpris d'entendre que ses voisins sont une famille recomposée ou des choses de ce style. Et paradoxalement, en fait, on a très très peu de recherches, on sait très peu de choses sur les familles recomposées. Il y a énormément encore de clichés, de préjugés qui sont liés au fonctionnement des familles recomposées. Et du coup, c'est un petit peu ce décalage-là qui m'a donné envie de travailler sur cette thématique. Il n'y a pas de statistiques qui ont été faites en Suisse ou... Il y a des statistiques, malheureusement, c'est des statistiques qui ne sont pas très réelles. On a beaucoup de familles recomposées qui sont officiellement des familles monoparentales. Donc en fait, on a un chiffre, mais qui ne couvre absolument pas la réalité. On sait à l'heure actuelle qu'un mariage sur 3 est un remariage pour au moins un des 2 conjoints. Mais voilà, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des enfants, que c'est forcément une famille recomposée. Donc voilà, même les chiffres dont on dispose actuellement ne sont pas le reflet de la réalité. Alors vous avez pris une 50aine, je crois, de familles. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Est-ce qu'il y a de la souffrance? Comment vous le sentez? Alors, donc parmi les familles que moi j'ai rencontrées, disons que la première bonne nouvelle, c'est que j'ai autant de belles-mères que de beaux-pères. Donc la première chose, moi, qui m'a sauté aux yeux, c'est que les gardes étaient beaucoup des gardes alternées. Donc on sort comme ça aussi de ce modèle où c'est uniquement la maman qui a la garde majoritaire, voire totale de l'enfant. Donc on a aussi des papas maintenant qui ont les enfants une semaine sur 2. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Positif. Voilà, c'est plutôt quelque chose de positif, hein, que voilà, les papas ne soient pas mis de côté et puissent aussi avoir les enfants une semaine sur 2, hein, parce qu'ils sont aussi tout à fait capables, voire autant capables que les mamans. Et puis, effectivement, comme vous venez de le dire, de la souffrance, ça, on en voit. Il y a toujours une part de souffrance, il y a toujours une part de deuil entre la famille telle qu'on l'avait imaginée, la famille telle qu'elle est actuellement, même si c'est quelque chose qui est positif, qui va bien. Il y a quand même aussi une partie de deuil, de faire le deuil de la famille précédente, etc. Et puis, beaucoup d'aménagement. Hein, ça demande beaucoup de mise en place. Et une souffrance qui est plus chez les mamans, chez les papas? Alors honnêtement, je crois que cette souffrance est un petit peu pour tout le monde. On a des enfants
qui ont pas, enfin, qui souffrent, qui peuvent souffrir plutôt de cette Pas tous, là on a pas tous. un Voilà, bel exemple avec Karine et Salvatore. Tout à fait, c'est pour ça que je dis qu'ils peuvent souffrir de cette recomposition, parce que ça veut dire des fois changer de lieu de vie, changer d'école, changer de village, donc on n'a plus les mêmes copains, on ne voit plus l'un des deux parents comme on voyait avant, donc voilà, là aussi il y a une transition qui peut induire une souffrance. La souffrance peut être aussi chez le parent, qui se retrouve des fois pris entre vouloir satisfaire l'enfant, vouloir satisfaire aussi le beau-parent, pouvoir donner autant de temps à l'enfant qu'à sa nouvelle relation conjugale. Donc souvent on a des parents comme ça un petit peu tiraillés entre les deux. Donc là aussi il y a une souffrance qui peut émerger de cette position-là. Et puis une souffrance aussi pour le beau-parent qui se retrouve comme ça du jour au lendemain avec plusieurs enfants, pas forcément savoir où est sa place, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit faire. Et puis voilà, beaucoup de questionnements aussi là autour. Et puis là, au fait, on construit une double relation quelque part, parce qu'il y a une nouvelle relation du couple, après il y a des enfants, ça aussi, ça doit être difficile de s'harmoniser dans tout ça. Oui, alors énormément, et puis les recherches dont on dispose à l'heure actuelle montrent justement qu'il y a un effet comme ça de vase communicant entre la relation conjugale et la relation entre le beau-parent et l'enfant. C'est-à-dire que des difficultés dans une de ces deux relations peut affecter l'autre, en tout cas dans les premières années de vie commune. On dit généralement dans les 18 à 24 premiers mois, la première année et demie, 2 ans de vie commune, il peut y avoir comme ça cet effet de vase communicant, parce que c'est des relations qui vont se créer au même temps, en parallèle. Donc du coup, ça peut aussi comme ça un petit peu s'affecter. D'ailleurs, il y a beaucoup de familles recomposées qui se séparent dans les 2 premières années, c'est juste. Oui, oui. Ouais. Alors là aussi, on n'a pas forcément des statistiques très actuelles, mais on estime à 50-60% des familles recomposées qui se séparent dans les 2 premières années de vie commune. Et puis, la société, le regard de la société, il est comment? Vous avez la sensation que les gens sont très ouverts sur ces familles, ou bien ils sont pointés du doigt encore? Alors, en tout cas, moi, de ce que je retire des entretiens que je fais avec les familles que je rencontre, c'est aussi ce côté cliché, préjugé, un peu montré du doigt. L'enfant qui vit dans une famille recomposée, c'est forcément un enfant qui va avoir des difficultés scolaires, ce qui ne se vérifie absolument pas. Il y a beaucoup de préjugés là autour. On se sépare, on a plusieurs enfants de pères différents, de mères différentes. Il y a encore énormément de préjugés là autour. La société ne fait pas grand-chose en lien avec les familles recomposées, notamment au niveau légal, au niveau fiscal. Il y a encore très peu de choses qui ont été mises en place. Quand on pense à la loi sur l'autorité parentale conjointe qui est passée en juillet 2014, la Suisse fait un peu figure de retardataire. C'est vrai que le beau-parent s'il se retrouve tout seul et puis il a des décisions à prendre, il n'a rien le droit de... Légalement, non. Il y a du boulot, quoi. Oui, voilà. La seule façon d'avoir vraiment un droit, disons, légal sur l'enfant, c'est via l'adoption, pour le beau-parent. Est-ce que toutes ces familles refont forcément des enfants là? Pas forcément, non. C'est plus facile quand il y a les nouveaux qui arrivent ou... Pas forcément, parce que ça peut marquer aussi une différence au niveau éducatif, par exemple, où le beau-parent s'implique peut-être un petit peu moins avec les enfants de son conjoint, parce que c'est le parent biologique qui prend un peu les devants. Et puis le moment où il y a un enfant en commun, finalement, le beau-parent se sent aussi peut-être plus légitime de mettre son grain de sel, entre guillemets, au niveau de l'éducation. Et puis ça peut marquer des différences. Donc du coup, parfois, ça peut compliquer. Des fois pas, mais parfois ça peut. Et le fait qu'ils aient chacun leur chambre, chez Karine et Salvatore, c'est quelque chose de... Alors, quand on peut, tant mieux, quoi. Mais est-ce que ça aide aussi dans l'entente? Mais je pense que le fait que chaque enfant puisse avoir aussi son espace n'est pas quelque chose à partager d'entrée de jeu. Tout d'un coup, se retrouver à devoir partager une chambre alors qu'avant on avait sa propre chambre, ça peut être compliqué pour un enfant. C'est vrai que si on peut leur permettre d'avoir leur propre espace, sûrement que ça doit aider, effectivement. Votre thèse, vous avez quoi, encore 2 ans dessus? Ah oui, il y a encore du... Il y a de quoi, vous les aviez eus dans votre échantillon? Oui, exactement. Ouais, très bien. Moi, je vous souhaite une bonne route. Ça m'a l'air bien serein, tout ça. Il n'y a pas de télévision chez vous, hein?
C'est chouette, bravo. Respect. À très bientôt. Merci à vous tous.